Où est passé l'argent des gens? Le wari. Oui, l'argent des gens a disparu. A disparu dans des projets. Parce que moi, j'aime beaucoup cette question. Pourquoi? Parce qu'elle symbolise totalement la réalité de l'entrepreneur africain. Moi, j'ai un livre qui s'appelle Le jeune entrepreneur africain qui se décline en 2 volumes. Bientôt un best-seller, oui. Si ce n'est pas déjà. Moi, j'ai envie de poser une question. Il y a quel entrepreneur qui se développe sans l'argent des gens? Est-ce qu'on peut me donner un nom d'un entrepreneur qui s'est développé, qui a fait grandir son activité, qu'importe la proportion? Moi, je connais des entrepreneurs qui se sont développés. Qu'est-ce qu'ils font comme activité? Dans les prestations. Quel type de prestations? Je connais, par exemple, il y a un entrepreneur ici au Mali qui a créé Sira Mali, qui est dans le BTP, mais il fait ce qu'on appelle un peu le suivi. Il gagne des marchés. Ah oui. Qui lui donne les marchés? L'État, les entreprises privées. Donc, l'argent des gens, non? Tu vois. L'argent des gens. L'argent des clients. Et les clients, là, c'est de l'argent qui lui permet d'avoir de la croissance. OK. Donc, c'est les clients que tu appelles l'argent des gens. L'argent, c'est quoi? Voilà. Ici, on parle de... Il y a l'argent avant et il y a l'argent après. Qu'importe le niveau où l'argent intervient, c'est l'argent qui te permet de progresser. Oui. Parce que les gens font comme si l'entrepreneur évolue dans un vase clos, où il est tout seul, il a sa petite épargne, il se bat avec son épargne pour pouvoir progresser. Moi, je dis que c'est faux, ça n'existe pas. Si on prend cet entrepreneur, pour gagner un marché, nous sommes en Afrique, on sait comment on gagne les marchés. Oui. Tu ne peux pas dire que tu gagnes un marché juste parce que tu es le plus compétent, juste parce que tu as les meilleurs appareils, juste parce que tu as la meilleure expérience. C'est faux. Il faut des relations. Personne ne peut dire que les relations, là, c'est une dette morale, parfois financière, dans l'argent des gens. Parce que argent signifie valeur monétaire. Ça signifie toute valeur monétaire. Exactement. Une relation, c'est de l'argent. Parce qu'on peut la transformer en monnaie. Parce que les gens confondent la monnaie et l'argent. Oui. Tu vois, un billet, c'est le wari, c'est la monnaie. Ça permet d'acheter de l'eau. Mais l'argent, c'est autre chose, c'est plus grand. Je connais Coach Moussa au Mali. Si je veux venir installer la Startup Academy au Mali, j'ai besoin d'un partenaire au Mali. J'appelle Coach Moussa, je dis vraiment, j'étais dans ton école, c'était magnifique. J'ai vu les installations, j'ai vu l'impact que tu as déjà au Mali. Vraiment, je veux qu'on puisse s'associer pour que je mette en place la Startup Academy au Mali. Coach Moussa dit, mon frère, on est ensemble. Moi, je partage ce projet. Et je suis en train de le dire en direct devant toi. Pour que ça te contraigne à accepter, puisque c'est filmé. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que si Moussa accepte, Moussa vient de me donner son argent, qui est sa crédibilité, son temps, qui est son local, qui est son temps, qui est sa visibilité. Exactement. Ce n'est pas parce qu'il ne m'a pas donné 10 millions en cash que je ne suis pas en train d'utiliser son argent. Parce que ce qu'il m'a donné, c'est de l'argent. Si je ne travaillais pas avec lui, je serais obligé de me déplacer pour venir au Mali, d'ouvrir un local, de me bâtir moi-même ma crédibilité, d'apprendre le bambara, comme je me bats depuis le début de cette émission, pour pouvoir moi-même bâtir ce que Moussa a déjà. Donc si Moussa accepte de me donner ça, ça veut dire qu'il m'a donné son argent. Argent là qui est toute valeur monétaire, qui comprend la crédibilité, la notoriété, l'expérience, la monnaie. Parce qu'on résume à la monnaie qui est le biais. Moi, on ne comprend pas que argent des gens, ça signifie tout ça. Je ne vois donc pas quelqu'un qui dit qu'il fait des marchés publics sans utiliser l'argent des gens, sans utiliser les relations des gens, sans utiliser l'expérience des gens, sans utiliser les conseils des gens. Qu'est-ce qu'il va donc me dire? Qu'il a bâti tout seul, c'est faux. Maintenant, en ce qui concerne l'argent des gens, pourquoi ne pas passer par une structure spécialisée telle que les banques, les microcrédits, et puis aller prendre directement l'argent des gens? Mais Moussa, je ne sais pas si tu es Canadien. Je me dis c'est plus... Est-ce que c'est pas plus facile de diriger... Est-ce que tu es Canadien? Canadien. Du Canada? Est-ce que tu es né au Canada? Non, je ne suis pas né au Canada. Tu es né aussi au Mali? Oui, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire? Oui. Et un jeune de 24 ans, il va prendre l'argent à la banque, il a quelle garantie? Bon, c'est une question. L'idée, c'est de savoir pourquoi tu n'as pas essayé de réunir, c'est-à-dire les conditions. Attendre. Le terrain, qui va me donner un terrain à 24 ans? Mais ceux qui ont pris des financements, là, comment ils ont fait? Je ne sais pas. Moi, il parle de moi. Mais il faut aller chercher à savoir. Je ne veux pas creuser la vie des gens alors que la mienne n'est même pas déjà comprise. Mais tu ne veux pas creuser la vie des gens, mais tu veux l'argent des gens. Mais l'argent des gens est accessible lorsque tu as des techniques de persuasion qui te permettent de leur faire comprendre que tu as un projet intéressant. Est-ce que c'est pas dangereux? Qu'est-ce qui n'est pas dangereux en entrepreneuriat? Même ce podcast est dangereux. Je suis un groupe qui est en train de tourner là. À tout moment, il peut exploser. On meurt tous ici. Oui, est-ce que c'est pas dangereux? Déjà. Tu as déjà eu des problèmes avec les gens? C'est mon quotidien, c'est ma vie. Et la pression de ça, est-ce que ça t'empêche pas? Moi, je dis toujours que quand tu as de grandes ambitions, tu vas faire face aux grandes batailles.
Il ne faut pas penser qu'on peut avoir de grandes ambitions et les batailles sont petites. Quand tu veux gagner gros, tu mises gros. Quand tu veux pêcher un gros poisson, tu dois avoir un grand bateau avec de gros dispositifs. On ne prend pas une petite canne, on lance, on veut avoir le requin ou la baleine. Donc, ce que je vis est à la hauteur de mes ambitions. Donc, je ne prends pas ça comme un challenge. C'est pour ça que je dis qu'on ne pleure pas. Une manière spirituelle de dire que tu dois accepter le prix à payer de tes ambitions. Donc, si quelqu'un dit non, parce qu'on revient encore à la peur. Pourquoi est-ce que les gens ont peur de l'argent des gens alors que c'est le seul moyen de pouvoir développer des entreprises pérennes sur le long terme? C'est parce que les gens ont peur. C'est parce que les gens disent, je ne veux pas les problèmes. Je ne veux pas qu'on m'appelle la nuit. Je ne veux pas me retrouver au commissariat. Mais le commissariat, ce n'est pas pour les animaux. Il faut bien qu'il y ait des gens au commissariat. Sinon, les policiers ne vont rien manger. Les gendarmes vont travailler comment s'il n'y a pas de dossier à gérer? Moi, j'ai des amis qui sont gendarmes. Parfois, je l'appelle à 18h. Il dit que la journée était comment? Il dit que non, il n'y a rien aujourd'hui, mon frère. Il dit comment? Il dit qu'il n'y a pas de dossier. Il n'y a pas eu de dossier aujourd'hui. Oui. Le dossier là, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vient porter plainte, c'est quelqu'un qu'il faut mettre en cellule, ainsi de suite. Tant qu'il n'y a pas ça, lui ne travaille pas. Imaginez-vous s'il n'y a plus de bandits, s'il n'y a plus rien. C'est qu'on n'a plus besoin d'armée, parce qu'il n'y a plus de menaces. La menace fait partie de la vie. Et fuir la menace, c'est juste se mentir à soi-même. Parce que même ta femme à la maison, c'est une menace. Si j'ai bien compris, Claudel aime vivre dangereusement. Ce n'est pas que j'aime vivre. J'ai compris que le danger fait partie de la vie. Je fais avec le danger. Ce n'est pas que j'aime vivre. Si j'avais un moyen de ne plus vivre dans le danger, je devais choisir ce moyen. Mais sauf que c'est une chimère, ça n'existe pas. Le danger fait partie de notre vie. Même le fait d'être assis dans ton véhicule climatisé derrière, avec le chauffeur devant. Le niveau de danger est aussi fonction du niveau d'objectif que tu vas atteindre. Oui. Si aujourd'hui, Moussa veut être, par exemple, celui qui va collaborer avec les multinationales, veut être la personne de référence au Mali, comme tu l'es même déjà. Mais attends, tu penses qu'il n'y a pas des gens qui t'en veulent? Tu penses qu'il n'y a pas des gens ici au Mali qui se disent que pourquoi Moussa et pas moi? Tu n'as jamais pensé à ça? Tu te dis que ça plaît à tout le monde, qu'on voit un jeune qui est en train d'exploser comme il est en train d'exploser là, alors qu'il y a des personnes plus âgées, parfois plus expérimentées, qui n'ont pas pu avoir le même aura que toi. Exactement. En fait, ton nom est chez les marabouts, coach Moussa. Il y a des gens actuellement qui sont avec ta photo chez des marabouts. N'est-ce pas? Bien sûr, je te confirme si tu ne savais pas. Et si tu ne prends pas cette menace en compte, tu vas seulement vivre les conséquences. Parce que penser que ta croissance ne gêne pas les autres, c'est être naïf. C'est vrai. Même si tu as une toute petite boutique, tu as un bon service client, tu vends de bons produits, tu t'occupes bien de tous ceux qui achètent tes produits, tu gênes ceux qui ne font pas bien comme toi. Parce que les gens vont plus venir chez toi parce qu'ils estiment que tu sais mieux, parce que tu es plus professionnel. Donc, tu es en train de vouloir montrer que les autres font moins bien ou mal. Ces autres ne vont pas t'aimer. C'est déjà une menace. Donc, quand les gens disent qu'ils fuient la menace, je propose peut-être qu'ils n'entreprennent pas. Parce que tu ne peux pas vouloir entreprendre, avoir de la croissance. Est-ce que ça ne contredit pas le fait que tu dis quelqu'un peut être dans sa boutique et il est à l'aise avec ce qu'il gagne? Être à l'aise ne veut pas dire qu'il n'y a pas de danger. Non, je veux dire qu'il n'a pas envie d'aller au-delà de ça. Oui, c'est parce qu'il connaît le danger qu'il y a au-delà. C'est pour ça qu'il fuit. Il fuit le danger. Pourquoi? Parce que s'il ouvre une deuxième boutique, il sera obligé de faire confiance à quelqu'un d'autre, puisqu'il ne peut pas être dans deux boutiques en même temps. Faire confiance à quelqu'un d'autre, c'est un danger. Parce que tu peux venir un matin, il a tout vendu, il a fermé la boutique. Du coup, ayant peur de ça, il préfère dans une boutique où il est là lui-même. Quand il n'est pas là, il ferme la boutique. Parce que lui, il estime que c'est le niveau de risque que lui peut gérer. En fait, c'est un peu heureux. C'est un peu heureux. Parce qu'aux États-Unis, quand quelqu'un développe un projet, il veut que ce soit répandu dans 180 pays. Tu vois. Mais chez nous, on a peur de ce risque-là. C'est pour ça qu'on va toujours rester des mendiants, des pauvres. Est-ce que toi, tu conseillerais à un jeune, parce que malheureusement, on a vu des jeunes qui ont essayé de grandir avec l'argent des gens. Peut-être qu'ils n'étaient pas matures ou mûrs ou n'avaient pas l'épaule ou les connaissances qu'il fallait. Et puis ça s'est mal passé. Aujourd'hui, il y en a qui ont quitté le pays, disparu. Moi-même. Oui. Quitté le pays. Il y a certains qui sont morts. Toi, tu n'as pas quitté le pays. Voilà. Et toi, tu as toujours été là. Tu as toujours affronté. Mais il y en a qui ont essayé... Personnellement, tu es le seul que je connaisse jusqu'à présent qui tient bon avec l'argent des gens. Moi, personnellement, je n'en connais pas. Je sais que tu peux avoir la pression de la banque, mais là, c'est une structure. La banque va toujours trouver un moyen, ainsi de suite.
mais te retrouver avec des centaines, voire des milliers de personnes à gérer. Sans oublier, tu as des centaines de clients, des milliers de clients que tu gères, des centaines de personnels à gérer et encore des centaines d'actionnaires, voire des milliers d'actionnaires à gérer. Est-ce que, peut-être que toi, tu y arrives, mais est-ce que tu conseillerais, toi, cette méthodologie-là, avec l'expérience que tu as, est-ce que tu le conseillerais au commun du mortel? Parce que Claudel, tu as dit, tu as un cerveau qui ne fonctionne pas comme pour les autres. Mais coach... C'est les gens te prennent comme exemple et ils veulent répéter tout ce que tu fais. Le président Assimi Goïta a quel âge? Il a moins de 40 ans. Est-ce qu'il travaille avec l'argent des gens? On peut dire ça comme quelque chose. On ne peut pas dire qu'il travaille avec l'argent des gens. L'argent de tout un pays. Oui, là, on ne parle pas de 1000 personnes, on parle des millions de personnes. Oui. Il est sorcier. Comment il fait? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faudrait qu'on évite que cette question, de manière subliminale, donne le sentiment que les Africains, en réalité, ne peuvent pas faire de grandes choses. Ok. Moi, je ne connais aucune grande entreprise qui n'a pas d'actionnaires. Je vois. On utilise Facebook aujourd'hui. Celui qui a fondé Facebook, c'est un jeune qui a des millions de personnes actionnaires dans son entreprise. Ça se fait. Je suis d'accord. Si je prends plusieurs, Amazon a combien d'actionnaires? Ou alors, nous, on est en train de dire que les Africains ne peuvent pas créer un Amazon. Nous, on a créé la marque SM. On a l'ambition de devenir comme les plus grandes marques de luxe à travers le monde. Est-ce qu'on va le devenir nous-mêmes seuls avec nos épargnes? C'est impossible. Est-ce qu'il ne faut donc pas qu'on commence à s'y habituer à gérer ce type de challenge et savoir comment on fait pour pouvoir progresser? Parce que moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, tu as cité des personnes qui ont essayé, qui se sont cassées la gueule, qui ont fui le pays, mais c'est bien. Si on n'essaye pas, on va apprendre quand? Aujourd'hui, lorsqu'on veut recruter quelqu'un dans une entreprise, on lui demande s'il a de l'expérience. On dit on veut quelqu'un qui a 5 ans d'expérience. Mais peut-être ce qu'on ne dit pas, c'est que 5 ans d'expérience, là, c'est quelqu'un qui a essayé au début, il ne connaissait rien. Exactement. Il a échoué, il a eu à commettre des erreurs, on l'a viré, il a dû lire, il a allé essayer, il a perdu de l'argent, il a fait comme ça pendant 5 ans avant d'avoir de l'expérience. C'est parce que l'entreprise n'a pas envie de payer ce prix elle-même qu'elle recherche directement quelqu'un qui a déjà payé le prix. Okay. Et moi, j'ai donc envie de poser la question entre quelqu'un qui est allé en faculté de médecine, qui est sorti médecin, il a fait une spécialisation pour devenir chirurgien. Oui. Il est chirurgien depuis 20 ans. Il a opéré 1000 patients, dont 90 décès. Oui. Toi, tu arrives à l'hôpital, on te dit que voilà un médecin qui peut t'opérer, mais on a un deuxième. Lui, il vient de sortir de la fac de médecine, n'a jamais opéré personne et tu seras son premier patient. Quel est le médecin chirurgien que tu vas choisir? Non, celui qui a 20 ans. Pourquoi? Alors qu'il a déjà tué des gens. Oui, mais ça dépend. S'il a 20 ans et qu'il a fait 100 opérations et puis il a 98 morts, oui. Là, sur les 100, les deux, pour moi, ils sont pareils. Hein. Son taux de résultat aussi est important. C'est vrai que son taux d'échec est important, mais son taux de résultat aussi est aussi important. Donc, pour moi, c'est vrai qu'il faut avoir de l'expérience. Mais si tu n'as que des échecs sans des réussites, est-ce que ça aussi, c'est pas important? Je te pose Moi, je pense que les échecs sont plus importants que les réussites. Si tu apprends des échecs. Parce que tout le monde n'apprend pas de ses échecs. Je suis d'accord. Oui. Mais celui qui a beaucoup plus échoué a plus à apprendre aux autres que celui qui n'a que réussi. On apprend plus des échecs que de la réussite. Moi, je ne suis pas totalement d'accord. On va faire un exemple. Ok, allons-y. Okay. J'ai 10 portes. Oui. Dans les 10 portes, il y a 5 portes qui nous mènent à la réussite. Il y a 5 portes qui mènent à l'échec. Quelqu'un qui sait les 5 portes de la réussite, il sait que ces 5 portes-là mènent à la réussite, mais il n'a aucune idée si les autres 5 portes-là, où est-ce que ça mène. Et l'autre côté aussi, lui, c'est les 5 portes qui mènent à l'échec, mais il n'a aucune idée de l'autre qui vient. Si toi, Claudel, on te dit, va, il y a 5 portes qui te mènent soit à l'échec, 5 portes qui te mènent vers la réussite. Il y a une personne parmi eux qui connaît les 5 portes qui te mènent vers la réussite et une autre qui connaît les 5 portes qui te mènent vers l'échec. Va les voir et prends des conseils avec eux. Je me dis que moi, je ne sais pas toi, mais moi, j'irai voir celui qui sait où me mène vers la réussite. Parce que, avec l'échec, je saurais où ne pas aller, mais ça ne veut pas dire que je saurais où aller. Tandis qu'avec la réussite, je sais où aller, mais ça ne veut pas aussi forcément dire de savoir où je dois me méfier. Je ne sais pas après, si tu comprends je comprends l'exercice, mais l'exercice n'est pas bien formulé. Okay. Pour que
pour que l'exemple que je comprends soit pertinent. Oui. Parce que si je veux aller dans ton même exemple, moi, je vais te dire que je choisis celui qui connaît les 5 portes de l'échec. Parce que je vais lui demander, la première porte de l'échec que je connais, c'est laquelle? Il me dit celle-ci, je sais qu'elle n'entre pas. Okay. Dès qu'il va me montrer les 5 portes de l'échec, je sais que la prochaine, c'est la réussite, puisqu'il n'y a que 5 portes d'échec. Et s'il y en a 15, par exemple. C'est là où peut-être ça peut devenir intéressant. Oui. Et même si c'est le cas, ça veut donc dire qu'il y a un conflit d'initiés, ou ce qu'on appelle en bourse un délit d'initié. Parce que si quelqu'un connaît déjà toutes les portes de la réussite, sans avoir d'expérience, sans avoir échoué, pour savoir qu'on ne fait pas ça pour pouvoir arriver à ça, ça veut dire qu'il connaît déjà à l'avance toutes les portes de la réussite. Ce qui, dans la réalité, ne se fait pas. Oui. Personne dans la réalité ne connaît déjà toutes les portes de la réussite. Mais il connaît quelques-uns aussi. Oui, et si c'est le cas, qu'il ne connaît que quelques-unes, et que l'autre aussi connaît quelques-unes, je préfère celui qui a échoué. Au moins, ça me permettrait, si je choisis la porte de l'échec, de savoir déjà que je dois me préparer à l'échec. Okay. Parce que lui, ayant déjà échoué, il va me dire comment me préparer. Parce que je ne vais pas seulement m'intéresser à son échec, je vais m'intéresser à comment il a fait pour toujours rester vivant. Parce que s'il est toujours là, jusqu'à dire que la porte ici, c'est l'échec, ça veut dire qu'il a été victime de cet échec et il n'est pas mort. Okay. Donc, s'il me dit comment il a fait pour ne pas mourir malgré cet échec, même si je choisis une porte de l'échec, au moins je saurais comment faire pour ne pas mourir. Okay. Celui de la réussite, qui ne connaît que la réussite, s'il choisit une porte de l'échec, pour lui, il n'est même pas envisagé que l'échec est possible. Il peut en mourir directement, il peut devenir dépressif, sombrer dans la drogue, ainsi de suite. Moi, je préfère le drame. Et là, peut-être, c'est mon côté médecin qui parle. Moi, en médecine, on m'a appris que si tu as un patient qui vient, c'est préférable de penser au cancer directement. Et après, quand on fait les analyses, on se rend compte que c'est juste le palu. Au lieu de penser au palu et passer à côté du cancer. Parce que là, c'est plus fatal. Là, c'est une erreur médicale incroyable. Je vois. Donc, je préfère qu'un patient vienne, je me prépare au pire. Avant de me rendre compte que non, en fait, j'ai peut-être trop exagéré. Je t'ai demandé peut-être de faire une l'IRM de ton sein, alors qu'en réalité, non, il n'y a pas grand-chose. C'est juste un abcès. Voilà comment on va faire pour gérer. Mais je préfère penser au cancer du sein quand je vois ton abcès, au lieu de me dire directement que c'est un abcès et quelques mois après, tu viens avec les métastases de ton cancer du sein au niveau du foie. Donc ça, c'est la logique que j'ai. Je préfère avoir quelqu'un qui a échoué. Et c'est le problème avec nous en Afrique francophone. On ne parle que des success stories. Quand est-ce qu'on va parler des succès échecs? Il faut qu'on présente les gens qui étaient à 2 milliards, aujourd'hui, ils sont sans abri. Aujourd'hui, ils n'ont plus rien. C'est une leçon qui, pour moi, sera beaucoup plus forte. Parce que c'est ce qui est plus courant. Sur 100 personnes qui se lancent, il y a combien qui réussissent? La réussite, c'est une exception dans le business. Pourquoi est-ce qu'on ne parle que de l'exception alors que la plupart de ceux qui se lancent échouent? Il faut qu'on commence à parler de ceux qui échouent. Moi, j'ai échoué, je suis fier d'en parler. Quand je dis sur Internet qu'on a lancé un projet de crayon fabriqué sur le couscous qui sortait, les gens rient. Moi-même, j'en ris. Alors qu'on a perdu beaucoup de millions avec l'argent des gens. Mais c'est une expérience qui aujourd'hui me permet d'avoir une certaine maturité que personne d'autre n'a, même s'il lit 600 livres de développement personnel. Et pour moi, ça, c'est une valeur ajoutée qui n'a pas de prix. Je comprends. Tu vois? Donc, moi, voilà un peu la vision que j'ai sur l'échec. Après, je peux comprendre que ça peut être partagé, mais c'est ma vision. J'offre une formation gratuite en ligne à 1000 étudiants africains. Cette initiative a 3 objectifs. 1. Vous permettre de trouver des idées de business. 2. Vous donner des astuces pour diversifier vos sources de revenus. Et 3. Vous apprendre à vendre. Cette offre t'intéresse? Clique sur le lien pour t'inscrire.